Alors, je m'appelle Anne Chang. Alors déjà, comme mon nom l'indique, le prénom est français, le nom de famille est chinois. Je suis née de parents chinois. Mon père porte un nom assez connu, je pense, du moins en France. C'est François Chang, écrivain, poète, académicien. Ma mère était chinoise. C'était une artiste peintre qui a eu un destin assez compliqué et finalement assez tragique. Elle est morte en Chine. Donc je suis véritablement de descendance chinoise. Tous mes ancêtres sont chinois, mais je suis née en France. J'aime à préciser que je suis née à Paris. Je suis plus en fait parisienne qu'autre chose. Et donc je suis un petit peu cet être, on pourrait dire hybride, qui est à la fois biologiquement et culturellement chinoise, mais de par ma formation intellectuelle, je suis un produit de l'école de la République française. Donc d'où cette combinaison assez bizarre, enfin, que vous avez devant vous. Pour résumer, parce que je ne vais pas vous raconter ma vie, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je peux dire que je suis le produit de l'école de la République depuis la maternelle, où en fait j'ai appris le français parce que en restant à la maison avec mes parents, en fait, le chinois était ma première langue, donc langue maternelle. Mais c'est donc à l'école maternelle que j'ai appris le français. Et donc de l'école maternelle jusqu'à Normal Sup, en fait, j'ai suivi tout le parcours d'un écolier français, encore une fois, à l'école publique. Et que dire Normal Sup, en fait, pour moi, ça a été une sorte d'émancipation. Je crois que ça l'est pour beaucoup. En fait, j'ai deux filles, dont l'une, la cadette, a suivi la même voie que moi. Elle est passée par Normal Sup, et je pense que pour elle aussi, ça a été une sorte d'émancipation à tout point de vue. En fait, je pense d'abord par rapport aux parents, ça on en a besoin. D'autre part, par rapport effectivement à tout ce qui a précédé, c'est-à-dire quelle que soit la forme d'éducation qu'on a eue dans le cadre familial, hein. Dans Malsup, c'est la première fois qu'on se retrouve en fait seul. On est en général dans une résidence de l'école, et on est avec ses pairs, PAIRS littéralement. Et évidemment, c'était pas le cas pour moi, puisque moi je suis née à Paris, mais j'ai eu beaucoup de camarades qui venaient des régions, enfin, et pour eux, être pour la première fois tout seul, sans les parents, à Paris, c'est quand même une expérience assez exceptionnelle. Maintenant, comment expliquer que je sois arrivée en sinologie, hein, je dis arrivée en sinologie comme on dit entrer en religion, hein, en fait, c'est tout bêtement, il suffit de voir la tête que j'ai. Je dis toujours que je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est-à-dire que ça m'était difficile de ne pas voir, en tout cas, que j'avais des origines différentes. Et on me l'a fait assez sentir d'ailleurs. Enfin, parce que contrairement à la jeune génération à qui j'enseigne actuellement, en fait, moi je suis née dans la France d'après-guerre, dans la France post-coloniale.
Et donc, bon, mon faciès, en fait, mon aspect physique m'a quand même attiré pas mal de comportements insultants, de noms d'oiseaux, etc. Donc, ça n'a pas été de tout repos, on pourrait dire. Donc, mais malgré ça, enfin, je peux dire que cette éducation française, c'est vraiment celle à laquelle je dois une formation critique et une ouverture sur le monde, alors que ce soit sous forme de justement de plurilinguisme, de diversité des modes de pensée, de diversité d'horizons, etc. Bon. Et en fait, j'ai d'une certaine façon poursuivi cette potion magique dans laquelle j'étais tombée quand j'étais petite. J'ai aggravé mon cas, si j'ose dire, en épousant un Chinois qui est le père de mes enfants, de mes deux filles, qui est décédé il y a presque une douzaine d'années maintenant d'un cancer. Mais enfin, on a quand même partagé 30 années de notre vie. Voilà. Alors, ce qui fait que c'est une vie qui s'est passée, une vie familiale qui s'est passée en France, mais avec de fréquents retours en Chine. Auparavant, j'avais aussi fait des séjours assez prolongés en Chine pour mes études, au moment où euh, je suis passée par ce que les Américains appellent les crises of ethnic consciousness. Bon, alors la crise de prise de conscience de son identité, enfin, et ça a correspondu justement au moment où je me suis retrouvée en Chine à faire une partie de mes études doctorales. Mais je me suis quand même assez vite rendu compte que cette question d'identité, encore une fois, j'ai justement en étant en Chine, j'ai rencontré pas mal de mes pairs aussi, PAIRS, sino-américains, enfin des Chinois d'origine, enfin des Américains d'origine chinoise, qui eux, en fait, étaient vraiment perdus dans ce questionnement sur l'identité, where do I belong et tout ça, enfin, où est-ce que j'appartiens, tout ça. Bon, moi, je me suis quand même assez rapidement rendu compte que c'était un faux problème et que en fait, certes, j'ai connu une enfance et une adolescence, une jeunesse assez déchirée, puisque mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite, et ma mère a choisi de retourner en Chine, et c'est là qu'elle est morte. Donc là, ça n'a pas été facile non plus. Mais j'ai quand même assez rapidement compris que l'important, c'est euh, d'arriver à faire quelque chose de ce déchirement. Et donc moi, ce que j'ai trouvé mieux à faire, finalement, c'est à un moment donné, bon, j'ai dû bifurquer, puisque au départ, à Normal Sup, j'étais partie pour m'intéresser plutôt en fait à la tradition intellectuelle européenne, hein. Enfin, je me suis même intéressée, tout en n'étant pas philosophe, hein, je le précise toujours, je me suis intéressée à des penseurs anglais comme John Locke, enfin bon, et c'est après qu'il a fallu faire un choix, et où là j'ai finalement
choisi justement la voie des études chinoises. Alors, encore une fois, voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite, mais ça a été quand même un choix fait à l'arrivée à l'âge adulte. Parce que j'aurais pu tout à fait en fait continuer à m'intéresser aux auteurs, que sais-je, anglais, italiens, allemands, etc. Et j'ai encore ce très fort attachement justement à la culture, aux valeurs européennes. Euh, mais, euh, mais il y avait cette espèce de, comment dire, de continent culturel, linguistique, intellectuel, qu'est la Chine, que je ne pouvais pas ne pas voir. Donc il a fallu à un moment donné que je me jette dedans tête baissée. Et du coup, ben, en fait, c'est un peu ça qui m'a menée là où je suis maintenant, c'est-à-dire, bon, du point de vue de la carrière universitaire, pour résumer, je suis passée d'abord par le CNRS, où j'ai passé à peu près une dizaine d'années. Après, au bout de ces 10 ans, j'ai décidé que je rendrais certainement plus de services comme enseignante que comme pur chercheur. Donc, je suis passée à une chaire de professeur à l'Institut des langues et civilisations orientales, ce qu'on appelle l'INALCO, ou Langso pour les intimes. Et c'est au bout de 10 ans que le Collège de France est venu me chercher, contre mon gré. Enfin bon, je tiens toujours à préciser que le Collège de France, je n'en voulais pas. D'abord parce que je ne me sentais pas du tout à la hauteur. Ça, je crois que c'est quand même une réaction à peu près normale. Et en plus parce que, pour toutes sortes de raisons, je pensais que le mode d'enseignement du Collège de France ne me convenait pas. D'une certaine façon, c'est toujours un petit peu le cas, mais bon, là j'y suis depuis 2008 et il a bien fallu que je m'adapte. J'ai commencé par justement m'interroger sur cette formule que vous voyez euh, en particulier sur le site justement de ces instituts Confucius. Hein, la Chine, c'est une civilisation de 5000 ans continue, hein, qui est reprise à l'envi, alors non seulement par le discours officiel chinois, mais maintenant par les médias dans le monde entier. En fait, on considère que c'est un fait acquis. Enfin, on répète ça comme ça bêtement, enfin je veux dire sans même se poser la moindre question. Et là j'ai commencé à dire, bon alors, premièrement, les 5000 ans, est-ce qu'on les a bien, les 5000 ans, hein? Bon, et là, ben, force est de se rendre à l'évidence qu'on ne les a pas. Hein, que même justement le régime chinois, avec tous les moyens qu'il a, les moyens étatiques qu'il a lancé des plans à 10 ans, etc., pour essayer d'arriver à ces fameux 5000 ans. Il n'y est pas arrivé. Hein. Bon, quoi qu'on fasse, c'est 3500 au grand maximum, on n'arrive pas aux 5000. Alors pourquoi 5000? Ben, évidemment parce que dans la liste des civilisations anciennes, vous avez la Mésopotamie, vous avez l'Égypte qui surfe allègrement sur les 5000 ans. Bon, alors, à un moment donné, je pense qu'il y a un cadre justement du Politburo chinois qui s'est dit, nous, il faut aussi qu'on y arrive. Bon, alors, voilà, mais je suis au regret de dire qu'on n'y est toujours pas arrivé. Il était une fois l'histoire de la Chine.
j'ai commencé aussi à m'interroger sur cette notion de continuité. Parce qu'en fait, c'est pas simplement qu'on vous dit 5000 ans hein, d'ancienneté, c'est continu. Hein. Maintenant, le Parti communiste chinois dit même carrément, nous sommes les héritiers hein, de 5000 ans de civilisation continue. Hein. Bon, alors là, excusez-moi, messieurs, mesdames, mais enfin, moi je pensais naïvement que le Parti communiste est un parti révolutionnaire, un parti marxiste-léniniste, bon, et qui de fait a toujours fondé sa légitimité justement sur le mouvement révolutionnaire. Bon, Mao Zedong a perpétué justement cette idée en fait en lançant l'idée de révolution permanente, la révolution culturelle, tout ça. Bon, et là, Mao est mort en 1976, donc ça a marqué la fin de cette fameuse révolution culturelle. Et quelques décennies plus tard, on nous dit que le Parti communiste chinois est l'héritier de ces 5000 ans de civilisation continue. Alors bon, là, il y a encore un de ces oxymores dont le régime nous a, enfin, auquel il nous a habitués. Hein, enfin, vous savez, l'économie socialiste de marché, et puis enfin bon, bref, la société socialiste d'harmonie, etc. Enfin, je veux dire, bon, donc ça fait un oxymore de plus. Hein, bon, donc un parti marxiste-léniniste révolutionnaire, donc qui est héritier de 5000 ans de civilisation continue. Bon, alors. Oui, bon, bah, on va avaler cet oxymore, un de plus, bon, c'est pas grave, hein, bon. Mais le problème, c'est que, déjà, en fait, quand vous considérez l'histoire chinoise, vous êtes très très loin de la continuité. Hein, alors, évidemment, vu de loin et partant de brouillard, c'est-à-dire vu de notre point de vue européen et dans notre, comment dire, le grand brouillard de notre ignorance, enfin, on a l'impression que l'histoire chinoise, c'est une succession de dynasties, c'est un long fleuve tranquille, c'est pas ça du tout. Enfin, je disais tout à l'heure, bon, cette dynastie manchoue, pas chinoise, donc qui prend le pouvoir pour plusieurs siècles. Auparavant, il y avait eu les Mongols aussi. Enfin, donc déjà, en fait, la Chine a été gouvernée par des dynasties non chinoises pendant des siècles. Donc, allez la trouver, la continuité là-dedans. Et aussi, bon, enfin, je veux dire, les dynasties successives se sont installées pas du tout dans la continuité harmonieuse, mais dans le sang, dans la guerre, dans le conflit, etc. Enfin, donc, parler de continuité, c'est éminemment problématique. Bon. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，真理翻身当家做主人，咿呀咿自由呀呀自由啊，真理翻身当家做主人。 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们奋勇前进哎，革命江山一呀一片红哎，咿呀一自由呀呀自由啊，革命江山一片红。 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们奋勇前进哎，革命江山一呀一片红哎，嗦啦啦子嗦啦啦子咿呀一片红哎。
Alors maintenant, pourquoi est-ce que le discours officiel tient autant à parler de civilisation et de continuité? C'est parce que, en fait, il en a besoin justement pour asseoir sa légitimité. Et ça, il faut quand même pas oublier que après la révolution culturelle, bien certes, Deng Xiaoping, qui est pourtant celui qui a ordonné de lancer les chars sur la place Tiananmen en juin 89, c'est lui qui a donc mis la Chine sur la voie de ce qu'on appelle le capitalisme socialiste, hein, bon, donc qui a laissé véritablement tomber en fait toute l'idéologie maoïste et qui a dit bah écoutez là si la Chine ne veut pas aller dans le mur il faut qu'on change de taquet complètement, bon, et donc a lancé la Chine sur la voie capitaliste, mais entre-temps il y a eu quand même justement juin 89, Tiananmen, bon, un régime qui lance contre sa jeunesse, hein, des étudiants, des jeunes qui étaient réunis sur la place de Pékin, là, de façon totalement pacifique, enfin, qui lancent les chars, les tanks, hein, c'est quand même impressionnant, enfin, je veux dire, bon. Et là, du coup, il y a eu quand même une crise de légitimité du parti. Alors, bien sûr, nous avons un parti communiste qui maintenant a comment dire, l'habitude et qui sait très bien faire ça, c'est-à-dire de faire oublier les choses, hein. Donc, il y a une culture de l'amnésie qui je trouve très très intéressante en fait dans la Chine actuelle. Et donc, actuellement, vous avez des générations de jeunes Chinois qui sont nés après 89, qui savent pas ce que c'est, enfin, que quand on leur dit ouvrent des grands yeux, ils n'ont jamais entendu parler, etc. Mais là, il y a quand même eu une crise de légitimité, bon, qui s'est accompagnée aussi, il faut le dire, de tout ce qui s'est passé autour de la Chine, c'est-à-dire donc la chute de l'URSS, la chute du mur de Berlin, hein, bon, et ça, évidemment, les dirigeants chinois en ont pris acte, enfin, je veux dire, ils ont compris la leçon, et d'une certaine façon, les dirigeants actuels sont des gens qui étaient de jeunes adultes en 89 et qui se sont jurés, hein. Alors je parle du grand leader actuel qui s'est juré une fois pour toutes justement que la Chine ne suivrait pas la voie de la Russie, c'est-à-dire justement l'expérience de la glasnost, de la perestroïka, etc. Enfin bon, pas ça. Alors donc du coup en fait une reprise en main par le parti, etc. Et donc cette obsession justement de remettre en scène l'idée de la Chine grande civilisation et dans la continuité. Le 15 avril 1989 en Chine, la mort de Hu Yaobang, ancien secrétaire général du Parti communiste et partisan de réformes de démocratisation, déclenche une vague de manifestations de masse dans toute la Chine. Pendant plus d'un mois, le pays est secoué de troubles graves, avant que la ligne dure du parti ne fasse intervenir l'armée pour écraser le mouvement. Un jeune Chinois, seul sur la place Tiananmen, debout et désarmé, se tient face à une colonne de chars, tentant par sa seule présence pacifique de les empêcher d'avancer. Cette image incroyable, désormais mondialement connue, illustre parfaitement les événements du printemps de Pékin en 1989. Un peuple avide de liberté face à la dictature communiste chinoise qui opprime le pays depuis plus de 40 ans. Cette notion de civilisation, alors bon, déjà, il faut
constater que, on parlait tout à l'heure justement de ce parallèle entre Chine et Russie pour ce qui est de la réécriture de l'histoire. Et en fait, au cœur de ce travail de réécriture de l'histoire, il y a précisément la volonté de mettre en avant justement la spécificité de ces deux pays qui ne sont pas simplement des pays au sens d'État-nation moderne, mais qui sont en fait des civilisations. Alors ça, justement, cette spécificité civilisationnelle, elle est aussi revendiquée par des pays comme la Turquie, maintenant l'Inde aussi. Enfin, comme par hasard, dès que vous avez en fait dans un endroit un régime qui devient une espèce de maniaque du contrôle et donc a des tendances fortement totalitaires donc ou dictatoriales, vous voyez apparaître ce discours civilisationnel, c'est-à-dire que nous ne sommes pas justement un pays comme un autre, un État-nation comme un autre, nous sommes une civilisation qui remonte à la très haute antiquité et qui est dans la continuité. Voilà. Donc là, on comprend l'enjeu justement de ces formules et c'est pour ça que c'est important de les déplier, de les détricoter, parce que c'est là qu'on voit pourquoi il y a ce caractère obsessionnel, hein, parce que c'est des choses qui sont des choses qui reviennent tout le temps dans le discours, et à la fin vous vous dites mais enfin qu'est-ce que ça signifie, hein, c'est de quoi est-ce le nom, hein, de quoi est-ce le syndrome, enfin bon. Et donc, évidemment, alors ce mot civilisation, nous, de notre côté européen, enfin, on le connaît comme un terme, au fond, de domination. Hein, la civilisation, c'est ce que nous, dans notre position de supériorité, nous apportons hein, à des peuples inférieurs. Hein, bon, alors évidemment, tout le monde connaît la formule de Kipling, enfin oui, le fardeau de l'homme blanc, etc. Hein, bon, c'est quelque chose qu'avec beaucoup de condescendance nous apportons. Hein, et donc, ces civilisations est d'abord un terme de domination, bon, qui a été repris justement dans le discours japonais. À partir de l'ère Meiji et avec justement ce militarisme nippon montant, hein, donc les Japonais se sont projetés donc en Asie comme les porteurs justement de la civilisation. Avec tout ça, évidemment, accompagné de tout un discours racial, etc. Les Japonais plus blancs que les autres, et c'est là que vous avez justement l'invention très intéressante de la race jaune. La race jaune sont les Asiatiques qui ne sont pas blancs, hein. Alors que les Japonais ont fourni beaucoup d'efforts, hein, pour essayer de se faire passer pour des blancs, quoi. Enfin, ils sont pas jaunes, ils sont blancs. Bon, alors. Et tout ça, évidemment, au nom de la civilisation, donc de justement cette représentativité, enfin d'un état économique, politique supérieur, etc. Bon. Mais alors, le problème, c'est que là, il faut avoir quelques notions justement du rapport qu'il y a entre la langue et l'écriture chinoise et la langue et l'écriture japonaise.
C'est-à-dire que en fait, le Japon, c'est quand même un fait connu, a emprunté donc le système d'écriture chinois, hein, autour du 7e siècle, et ensuite, en fait, l'a adapté à sa propre langue. Bon, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, on va commencer à chinoiser jusqu'à plus soif, mais toujours est-il que on en arrive au résultat que il y a justement cette proximité, au moins sur le plan graphique de l'écriture, entre l'écriture chinoise et l'écriture japonaise, puisque l'écriture japonaise est en partie, maintenant de moins en moins, mais en grande partie, composée de signes chinois, de caractères chinois. Bon, alors, ce qui fait que, avec l'entrée dans la modernité, hein, donc qui se passe autour du fin 19e, début 20e siècle en Asie, les Japonais sont en proue, hein, justement de ce mouvement d'occidentalisation, traduisent à tour de bras, hein, d'abord du néerlandais, ensuite de l'anglais, etc. Ils traduisent massivement des ouvrages occidentaux, enfin je veux dire, bon, mais dans tous les domaines, droit, philosophie, histoire, technologie, enfin c'est vraiment un espèce de transfert culturel massif, et du coup les Chinois en profitent parce que en fait il y a justement cette proximité de l'écriture, donc les Chinois bien sûr, enfin on peut pas dire qu'ils parlent japonais, mais ils peuvent lire, en fait ils comprennent à peu près ce que traduisent les Japonais. Donc pour eux, c'est tout bénéfice parce que, en fait, sans se fatiguer, c'est les Japonais qui font tout le travail. Les Chinois accèdent à la modernité occidentale, ils l'ont clé en main en quelque sorte. Voilà. Et donc, cette notion de civilisation, hein, qui est traduite en japonais, hein, par un néologisme qui veut dire comment dire, Boumei, c'est-à-dire donc la civilisation, enfin tout ce qui est le raffinement de la civilisation, et le deuxième mot c'est justement la lumière, donc les lumières du raffinement civilisé, tout ça, c'est comme ça que les Japonais ont traduit le terme de civilisation. Et donc les Chinois se sont tout simplement emparés de ce mot qui se prononce simplement à la chinoise, voilà, Wenming. Et bien sûr, en fait, c'est un mot qui a fait florès et qui actuellement ressurgit alors dans le vocabulaire officiel actuel en Chine, parce que justement, en fait, vous avez cette revendication de la civilisation pour la Chine, qui maintenant, maintenant le Japon est en déclin, et maintenant c'est la Chine qui monte, et donc il y a vous avez cette obsession, cette utilisation de la notion de civilisation qui va avec. Et donc maintenant, vous avez ce mot civilisation qui revient à toutes les sauces, qui figure alors dans la fameuse liste des 12 valeurs du socialisme aux caractéristiques chinoises, hein. Bon, alors vous avez un mélange de valeurs socialistes, mais alors vous avez également en fait dedans saupoudré des espèces de notions vaguement confucéennes, et puis et vous avez aussi ce mot civilisation, qui est alors là qui est utilisé véritablement en toutes circonstances, hein, de manière très très prosaïque. Vous les avez dans les toilettes publiques, hein, comment dire, voilà, uriner de manière civilisée, hein, c'est laisser les toilettes propres, etc. Enfin, donc ce mot civilisation est véritablement omniprésent maintenant. Mais on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il y a c'est quelque chose qui est d'origine japonaise qu'on s'est approprié. Oui, alors la Chine comme grand autre, bon, ça disons que c'est un thème qui a été très porteur, qui a fait florès, on pourrait dire en fait
c'est assez curieux justement de constater que, comment dire? La perception de la Chine, la façon dont on la présente, ici en Europe, va de pair un petit peu avec justement l'évolution, en Chine elle-même. C'est-à-dire que finalement, c'est cette idée de la Chine comme, grand autre. Alors bien sûr, historiquement, on voit d'où ça vient. Ça vient évidemment, de toute cette, tradition orientaliste qui a commencé avec la médiation, des missionnaires jésuites, au XVIIe, XVIIIe siècle. On connaît tous l'histoire, enfin bon, de ces jésuites donc qui ont séjourné vraiment de façon très prolongée en Chine, ce qui n'était pas forcément le cas des autres ordres missionnaires, hein, qui ont fait l'investissement d'apprendre le chinois, et non seulement d'apprendre le chinois, mais ils ont fait l'investissement s'immerger complètement dans la culture lettrée des élites chinoises de l'époque, c'est-à-dire justement de ce qu'on appelle ici les mandarins, enfin tous ces lettrés serviteurs de l'État impérial, et qui justement pour ce faire devaient maîtriser complètement en fait le corpus des classiques confucéens, etc. Un petit peu comme nous, je parlais tout à l'heure de l'école normale supérieure, la tradition française des grandes écoles, c'est au fond très chinois, hein, c'est-à-dire que il y a cette préparation au concours, tout ça, enfin, beaucoup de rhétorique, plus ou moins creuse d'ailleurs, mais enfin, donc c'est cette espèce de formatage et de formation des esprits pour justement les canaliser vers le service à l'État. Et alors les jésuites donc se sont avec beaucoup d'ardeur mis à cette tâche-là et ont parfaitement réussi à tel point que beaucoup sont devenus vraiment de très grands amis de ces de très grands lettrés chinois et de ce fait ont réussi à approcher le cercle impérial. Parce qu'il ne faut pas oublier que les jésuites, enfin c'est toute une histoire, enfin je sais qu'il ne faut pas que je m'étende trop, mais il faut quand même rappeler que ces jésuites arrivés en Chine par le sud, c'est-à-dire la région actuelle de Canton, etc. Et ensuite ont mis des années à remonter jusqu'au nord, c'est-à-dire jusqu'à la capitale impériale, jusqu'à Pékin. Et par justement, grâce à leurs relations parmi les élites lettrées chinoises. Alors, ces jésuites, qui par ailleurs enfin, sont connus en Europe pour être des très, très grands éducateurs, hein, on connaît bien les établissements d'éducation jésuites. D'ailleurs, moi je dis toujours, je regrette d'avoir pas été un garçon parce qu'ils n'acceptent que les garçons enfin, dans leurs établissements. Enfin, mais c'est vraiment une excellente formation. Et alors donc, ces jésuites étaient en contact avec les élites européennes. Alors bien sûr, on connaît le cas des Voltaire en France, des Leibniz en Allemagne, tout ça. Et on projetait cette image assez idéalisée justement d'une Chine que l'Europe a perçue comme une sorte justement de despotisme éclairé, enfin voilà, donc avec un empereur sage, etc., qui n'avait pas besoin de recourir à ce que Voltaire appelait l'infâme, c'est-à-dire la pression de la religion pour faire régner la vertu, etc. Enfin bon, donc cette vision, au fond, très orientaliste, elle est quand même restée assez profondément ancrée en France, en particulier, en Europe plus généralement, mais particulièrement en France. Et donc, jusqu'à une époque récente, on a vécu sur cette idée que la Chine, c'est le grand autre idéal, le miroir idéalisé de l'Europe, etc. Ça a été évidemment perpétué par des gens qui se prétendent, bon, sinologues, spécialistes de la Chine, mais qui ont à peine mis les pieds en Chine,
qui parlent à peine chinois, etc. Enfin bon, bref, qui ne sont même pas à la hauteur de nos bons vieux jésuites. Enfin, donc voilà. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai combattu parce que, alors non seulement ça projette une vision totalement fausse de la Chine, qui est très éloignée de toute réalité chinoise, qui d'une certaine façon, c'est peut-être paradoxal de dire ça, mais je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, qui s'est retrouvée aussi dans cette espèce d'engouement pour le maoïsme dans les années 60 et 70, hein, dans lequel comment dire, une bonne partie justement des élites intellectuelles françaises se sont engouffrées, hein, avec les résultats qu'on connaît. Et il n'y a pas que justement c'est de la fausseté de cette image projetée, mais aussi le fait que maintenant, actuellement, ce discours-là, c'est-à-dire que la Chine est autre, elle fonctionne selon des valeurs différentes, etc., se trouve aller exactement dans le sens du poil du discours officiel chinois actuel. C'est-à-dire, oui, il est vrai que nous, nous représentons une civilisation tout à fait autre, tout à fait différente, etc., où les droits humains ne figurent pas, ça ne fait pas partie de notre culture, et donc ça ne fait pas partie de nos préoccupations, et encore moins de nos valeurs. Bon, alors, c'est justement, je trouve que là, il y a quand même un problème, parce que enfin, ça va justement dans ce sens-là, pour flatter finalement une image de la Chine autre, qui n'a pas besoin justement de recevoir de leçons de l'universalisme des Lumières, hein, bon, alors que je crois que c'est même pas la peine d'être grand clair pour s'apercevoir qu'il y a quand même un universel humain, qu'on appelle ça droit de l'homme, ou qu'on appelle ça sens de la justice, mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à tout être humain. Donc bon, ça va à la fois contre mes convictions et contre justement en fait quelque chose qui me paraît vraiment dangereux. Sire, le portrait que je prends aujourd'hui la liberté de présenter à votre majesté est assurément la chose la plus rare qu'on ait apportée jusqu'ici de l'Orient. Les jésuites que votre majesté envoya il y a quelques années ont été étonnés de trouver aux extrémités de la terre ce qu'on n'avait point vu jusque-là, hors de la France. Un prince qui, comme vous, sire, réunissant dans sa personne la plupart des grandes qualités qui forment le héros, serait le plus accompli monarque qui depuis longtemps ait régné sur la terre, si son règne ne concourait point avec celui de votre majesté. Quel bonheur, sire, pour votre règne, car les heureuses dispositions que ce prince fait paraître à l'égard de la religion, par le moyen des sciences et des beaux-arts, nous donnent lieu d'augurer qu'il sera peut-être un jour le destructeur de l'idolâtrie dans la Chine, pour ressembler de plus près à votre majesté, qui a mis sa principale gloire à abattre l'hérésie et étendre la religion par tout le monde. Alors, ce discours actuel, justement, sur l'altérité chinoise, qui arrange bien, justement, qui convient assez bien, justement, au discours officiel actuel, qui voudrait bien, justement, affirmer la spécificité chinoise. Enfin, dans tous les discours officiels, en particulier ceux du grand leader actuel, Xi Jinping, vous retrouvez cette expression justement qui, à toutes les sauces, vous parlez de n'importe quoi, du socialisme, du mode économique, etc. Ce sera forcément avec des caractéristiques chinoises. Bon, alors, évidemment, quand vous essayez d'aller dans le détail, c'est pas absolument évident de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement chinois, justement, enfin bon, dans ces caractéristiques, mais toujours est-il que ça permet justement d'affirmer que la Chine n'a pas besoin justement de recevoir de leçons de quiconque, et qu'elle peut s'affirmer toute seule justement sur la scène du monde, ce qu'elle prétend n'avoir pas pu faire
pendant ce qu'elle appelle actuellement le siècle des humiliations, hein. Alors, le siècle des humiliations, c'est un schéma, on pourrait dire, très, très, très propre et très, très commode, qui partirait donc du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire de l'époque des guerres de l'opium, entre 1840 et 1860. Les guerres de l'opium, c'est le moment où les puissances européennes, qui commencent justement à devenir des puissances coloniales, s'en prennent à la Chine, hein. Donc elles ont commencé à coloniser le monde, d'abord les Britanniques en Inde, enfin ensuite l'Europe a commencé à coloniser le monde entier. Et donc, au milieu du 19e siècle, c'est le tour de la Chine, puisque là, ce qui était en fait un empire quand même très puissant, hein, qui était un empire, non pas d'ailleurs chinois, mais un empire mandchou, hein, depuis 1644. C'est une dynastie mandchoue qui règne sur la Chine. Les Mandchous, ce sont cette population du nord-est de la Chine qui a conquis le pouvoir en 1644. Alors là, je rappelle toujours, hein, pour qu'on ait des points de repère, nous sommes en France sous le règne de Louis XIV, hein. Bon, alors cette dynastie mandchoue commence à ce moment-là et ne s'effondre définitivement qu'en 1911. Donc vous voyez que cette dynastie mandchoue a eu un rôle important dans l'histoire chinoise, et en particulier parce que c'est elle qui a connu justement le tournant de la modernité. Et le tournant de la modernité qui, selon certaines interprétations historiques, commence justement avec cette invasion coloniale européenne. Bon, alors les choses commencent là, et ensuite, donc, vous avez une série d'agressions de ces puissances européennes qui commencent à s'emparer justement des ports, installer des concessions, etc., essentiellement sur les côtes, mais ensuite aussi vers l'intérieur. The Qing dynasty, like all the Chinese dynasties, was really a continental power. A few Europeans arrived by sea, defeat your very weak navy, take a few ports to open up for trade. Would you see that as a threat to your whole system? They didn't. So a wake-up call it should have been, but it was not understood in that way because they didn't see this as a long-term threat. It was only after the Second Opium War in the 1860 that then they realized something was fundamentally wrong. These people are not just invading for a short while and causing some trouble on the coast and then going away. They are actually pressing inwards, and they actually march into Beijing and they burned down the Summer Palace, and that was serious. À ces puissances européennes vient bientôt s'ajouter le Japon. Le Japon qui, à partir de l'ère Meiji, hein, qui a commencé en 1868, s'achemine vers une modernisation de type occidental à marche forcée, hein, et c'est une stratégie extrêmement payante puisque à partir du début du XXe siècle, le Japon est la puissance montante en Asie, hein, et bientôt va justement en fait imposer une politique militariste et carrément en fait une politique d'occupation de pas mal de territoires en Asie, y compris la Chine. La guerre sino-japonaise, la deuxième guerre sino-japonaise commence non pas dans les années 40 comme on pourrait le croire du point de vue européen, mais en 1937. Hein. En 1937, les Japonais commencent à véritablement occuper le territoire chinois. Bon, et ainsi de suite. Vous prenez l'histoire du XXe siècle chinois, c'est une série d'événements violents. Alors c'est une succession de révolutions,
vous avez la révolution de 1911 qui met fin justement à cette dynastie Manchu dont je parlais tout à l'heure, installe la première république de l'histoire chinoise avec Sun Yat-sen. Bon, ensuite vous avez cette guerre contre l'occupation japonaise qui commence. Ensuite vous avez la guerre civile entre les communistes et les nationalistes, du Kuomintang, etc. Bon, et ensuite vous avez la révolution communiste. Enfin bon, donc vous prenez le XXe siècle chinois, c'est une série d'événements violents jusque en 1949, c'est-à-dire au moment où les communistes s'emparent du pouvoir, proclament la République populaire de Chine à Pékin, et où donc le généralissime Chiang Kai-shek, qui était à la tête de la Chine de l'époque, est obligé de fuir à Taïwan. Bon, alors évidemment, vous avez dans ces événements qui datent du milieu du XXe siècle les racines de tous les problèmes que nous avons actuellement. Hein, évidemment, les braves gens qui entendent parler de Taïwan, qui se disent mais c'est quoi cette île là, enfin c'est quoi le problème, enfin bon, en fait ça remonte à ça. Alors dans le récit officiel actuel, vous avez donc ce siècle des humiliations qui va de manière très commode du milieu du 19e au milieu du 20e siècle, avec donc au milieu du 20e siècle cet avènement de la République communiste, hein, qui est censé justement, hein, alors au prix d'une simplification et d'un réductionnisme total, qui est censé justement avoir libéré la Chine de tout un siècle d'humiliation. Alors en passant évidemment par-dessus et sous silence toutes sortes d'événements, d'évolutions, etc. Mais voilà, donc le schéma est celui-là. Hein. Il y a la Chine, celle de Mao Tse-tung, il y a l'autre Chine, celle de Chiang Kai-shek. L'identification est parfaite ou presque entre l'île de Formose et le généralissimo, le Jimo, comme disent les Américains, qui en 1949, battu par les communistes, transportait à Taipei les débris d'une armée sans gloire et d'une administration pourrie. Dans la liesse populaire, il a fêté à la fin d'octobre ses 80 ans. Mais l'érosion du temps n'altère en rien sa formidable, son incroyable détermination. Depuis bientôt 20 ans, le Jimo ne cesse de réaffirmer sa volonté de reconquête. Et chacun de ses discours est l'occasion d'annoncer le départ toujours prochain de la grande croisade contre les Chinois communistes. J'ai tenté de prendre la mesure d'une foi aussi inébranlable. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à pénétrer dans l'intimité présidentielle. Mais à quelles conditions? L'équipement technique fouillé par les services secrets en quête de bombes, pas de flash, pas de microphone. C'est au Jimo qu'il appartient de poser des questions, aux journalistes de répondre. Je suis resté sur ma faim. Aux côtés de Staline, de Churchill, de Gaulle pendant la dernière guerre mondiale, Chiang Kai-shek était considéré comme un des 4 grands de la planète. Aujourd'hui, en attendant l'éclosion de ses espoirs de retour, soutenu par une épouse qui est son meilleur agent de public relations, il mène une vie lointaine et austère. Cet homme qui, chaque dimanche, assiste au culte de l'église méthodiste est en fait une combinaison de Cromwell et de Confucius. À grands pas, Chiang Kai-shek marche ainsi vers l'immortalité, grâce notamment aux peintures de la propagande officielle qui le montrent sans ride, éternellement souriant, paternel et résolu. Sans lui, la Chine nationaliste survivrait-elle? Le culte du président, c'est aussi le culte d'une idée.
Au lever et au coucher du soleil, chaque jour, devant le palais présidentiel, la fanfare joue l'hymne national. Il n'en faut pas davantage pour rappeler que les temps sont graves, il n'en faut pas davantage pour que la ville entière se mette au garde à vous. Le régime est évidemment conséquent avec lui-même. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller au Parlement. Alors, Monsieur Law, vous êtes député. Oui, monsieur, je suis député Et vous êtes député de quelle région? de la région de Zhejiang, province au sud de la province de Jiangsu. C'est donc sur le continent. Oui, sur le continent. Mais il y a longtemps que vous n'avez pas revu vos électeurs. Oui, depuis bientôt 20 ans. Dans cette salle ultramoderne, sous le regard de Sun Yat-sen, les élus de 1948 continuent donc à représenter des circonscriptions du continent. Ils étaient 773 au départ. Comme il n'est pas possible d'organiser des élections complémentaires pour les sièges devenus vacants à la suite de décès, ils ne sont plus que 459. L'âge moyen de ce Parlement, le plus vieux du monde, 65 ans. Formose ne veut connaître qu'un parti, le Kuomintang. Malheur à ceux qui contestent alors cette prédominance ou qui ricanent des rêves de reconquête. La prison les attend. Dans les prisons de l'île, les 5 polices du régime enferment tous ceux qui s'écartent de la ligne officielle. Parmi eux, Albert Yuan, correspondant de l'agence France-Presse, condamné en 1963 à 15 ans d'emprisonnement. Beaucoup de ces hommes sont des Formosans qui considèrent les 2 millions de Chinois continentaux venus avec le Jimo en 1949 comme des occupants. Ils contestent aux métropolitains le droit de faire la loi dans leur île. Alors, cette espèce de, comment dire, de lecture extrêmement réductrice et assez falsifiante en fait de l'histoire, on sait très bien de notre point de vue que c'est pas l'apanage de la Chine, hein, parce que Monsieur Poutine est en train de faire la même chose en Russie, hein, bon, et effectivement tous ces régimes qui sont soit dictatoriaux, soit carrément totalitaires, en fait, commencent tous par ce travail de réécriture de l'histoire. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que la discipline sinologique, hein, qui a toujours été justement une discipline universitaire, c'est-à-dire une discipline critique, hein, a son rôle à jouer justement pour rétablir en fait une certaine véracité des faits. Alors bien sûr, on sait tous que les disciplines académiques n'ont pas une audience extrêmement large parce que bien sûr quand on est critique, on est obligé de faire compliqué. Alors qu'évidemment le bon peuple, enfin le public élargi aime bien les choses simples, hein. Bon, l'histoire de la Chine en 3 coups de cuillère à peau, c'est ce qu'aiment bien beaucoup de journalistes, tout ça. Enfin, je veux dire, bon, allez, je vous donne 2 minutes, vous me faites un topo sur l'histoire de la Chine moderne. Enfin bon, on ne peut pas, c'est pas possible. Mais ça explique quand même le succès justement de certains discours un peu simplificateurs, enfin bon. Et j'en profite quand même aussi pour dire que la discipline sinologique, même dans nos pays européens, et surtout dans des pays moins favorisés économiquement, est à défendre absolument parce que en fait, on voit qu'elle est maintenant très souvent supplantée par les instituts Confucius. Les instituts Confucius, dont il faut savoir que c'est tout simplement le bras armé de la propagande chinoise. Alors sous couvert, bien sûr, d'imiter le modèle des alliances françaises ou
des instituts Goethe, etc. En fait, c'est une façon justement outre l'enseignement de la langue, ou à travers l'enseignement de la langue, d'insuffler en fait une certaine forme de discours et justement de récit national, etc. Bon. Et ça, on voit ça arriver, bien sûr, massivement par exemple dans les pays africains, qui sont maintenant un peu l'objet des convoitises chinoises. Hein. Donc, les instituts Confucius accompagnent donc cette opération de prédation et dans les pays d'Amérique latine aussi, où il n'y a pas de tradition sinologique. Mais je dis qu'il y a également péril en la demeure. Ici, chez nous, en France, nous avons quand même presque une vingtaine d'instituts Confucius, dom-tom compris, et qui ont tendance, enfin qui voudraient bien en fait se substituer à l'enseignement universitaire, à l'enseignement sinologique. Donc là, nous avons une discipline à protéger. Voilà. C'est arrivé dans le contexte chinois entre 8 paires de guillemets, parce qu'en fait, on ne pouvait pas parler de Chine à l'époque, mais c'est quelqu'un qui, un petit peu comme, oui, on pourrait dire, comme certains autres penseurs dans d'autres civilisations, qui a perçu que la société dans laquelle il vivait, en fait, était en déperdition, et donc qui a essayé justement de proposer, en fait, comment dire, un renouveau au fond du lien humain. Ce qu'il y a, je pense, chez Confucius. Alors, je crois qu'il faut quand même préciser que Confucius, comme beaucoup de ses homologues dans d'autres civilisations, c'est quelqu'un qui ne paye pas de mine. Hein. Si on prend, évidemment, Socrate arrive un peu plus tard, mais enfin, disons, c'est un petit peu comme un Socrate, c'est quelqu'un qui ne paye pas de mine, qui peu médiatisé, etc. Enfin bon, qui d'ailleurs, en fait, dit à qui veut l'entendre, il se décrit lui-même comme un raté. Enfin, je veux dire, bon, il est vraiment assez profil bas, quoi. C'est pas du tout Superman, etc. C'est pas du tout quelqu'un d'une figure héroïque. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a assez profondément compris que, en fait, la survie de l'humanité dépend justement du lien entre les générations. Et donc, au fond, il a produit ce qu'on décrit ici comme un discours de sagesse, mais qui est en fait un énoncé, au fond, de moyens assez simples d'assurer la survie de l'humanité. Hein. Alors il y a la fameuse règle d'or, hein, qui est vraiment la règle la plus simple qu'on puisse imaginer, mais qui est en même temps, je pense, la plus facile à mettre en application. Hein. C'est n'inflige pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Hein. Bon, alors ça, c'est la règle d'or. On la trouve ailleurs, hein, parce que justement, en fait, c'est frappé au coin du bon sens, et en plus, ça marche. Hein. Bon, donc, et tout le monde comprend. C'est vraiment quelque chose de tout à fait universel. Mais je pense que justement, les gens qui ont ressorti ce truisme, c'est des gens qui ont compris que c'était le seul moyen justement de faire en sorte que les humains arrêtent de s'entretuer, quoi. Enfin, je veux dire, bon, moi, j'imagine que je suis pas toute seule. Enfin, quand je vois les nouvelles, enfin, toutes les nouvelles horrifiques qui nous arrivent de tous les coins du monde actuellement, je suis tentée de dire qu'on n'a rien appris, quoi. Pourtant, Confucius, le pauvre, enfin, s'il avait su,
il s'est quand même évertué justement à fonder tout son enseignement précisément sur la notion d'apprendre. C'est-à-dire, dans son esprit, c'est apprendre non pas de façon livresque, se bourrer le crâne de connaissances plus ou moins utiles, mais apprendre à être humain. Parce que, en fait, ça aussi, je pense que c'est une intuition qui a été largement partagée. On ne naît pas humain, on le devient. Hein, bon, et ça demande justement, en fait, comment dire, pour le coup, une continuité du lien humain, à la fois, enfin, entre moi et autrui, mais aussi entre les générations. Et en cela, en fait, Confucius s'inscrit assez bien, en fait, dans le contexte chinois, lors du fameux culte des ancêtres, etc. Le culte des ancêtres, c'est pas simplement un truc chamanique ou quoi que ce soit, c'est le fait de reconnaître que ceux qui nous ont précédés ont été humains avant nous, hein, et que maintenant ils sont passés à un monde qui n'est plus le nôtre, mais où il y a quand même un lien de continuité entre, justement, je pense qu'en Chine, il y a eu toujours cette notion, alors pour le coup, de continuité entre le monde visible et le monde invisible. Hein. Donc les ancêtres sont passés dans le monde de l'invisible, mais ça n'enlève pas pour autant qu'ils ont été des humains et qui peuvent intercéder pour les humains pour justement leur faciliter l'existence, etc. Bon, alors donc, en gros, hein, l'enseignement de Confucius se tourne autour de ça, c'est-à-dire comment arriver à assurer notre survie, au fond. Alors, dit comme ça a l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais encore une fois, enfin, je veux dire, quand on essaie de vivre dans le monde d'aujourd'hui, encore nous sommes des gros privilégiés, parce qu'en fait, nous vivons pour l'instant encore dans un monde encore à peu près en paix, mais je veux dire, nous sommes entourés de zones dans le monde où les gens sont en situation de survie, quoi. Enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça extrêmement normal, parce que quand même, depuis le temps qu'on philosophe, voilà, qu'on essaye de produire justement ces discours de sagesse, etc., on a l'impression qu'on non seulement on progresse pas, mais on revient à plus exactement, on progresse vers de plus en plus de brutalité. Parce que justement, on a des moyens technologiques de détruire toujours plus, de faire toujours plus de mal, de tout détruire, enfin la nature, l'environnement, mais aussi nos proches, quoi, enfin euh, les autres humains, enfin. Donc voilà, Confucius, comme beaucoup d'autres, a essayé, voilà, enfin, de nous ramener justement à ces vérités premières. Alors, son enseignement a été quand même extrêmement, comment dire, fondateur, enfin, on pourrait dire le monde chinois, parce que c'est quand même justement, en fait, un monde qui s'organise autour de la société vue comme en termes familiaux, voilà. Donc mon voisin, c'est comme un oncle, un cousin, etc. Enfin, je veux dire, et c'est ça qui fait que je me préoccupe pour lui. Hein. Ce que Confucius a appelé justement le sens de l'humain, c'est ce qu'un un confucien ultérieur a développé dans cette formule, c'est le souci que nous avons les uns pour les autres, parce que nous sommes tous humains, quoi. Voilà. Alors ça, c'est évidemment au regard de la philosophie occidentale extrêmement discursive, sophistiquée, etc. Tout ça a l'air d'être très simplet, mais c'est quand même, ça reste quand même assez fondamental. Lorsque vous voyez un enfant tomber,
Même si vous ne le connaissez pas, vous ressentez le besoin de l'aider. Le renne représente ainsi l'aspect tendre des sentiments humains et une préoccupation altruiste pour les autres. Les vertus familiales ne sont pas seulement la racine de la reine, mais aussi la base d'un ordre social et politique stable. Dans chacune de ces relations, les individus ont des rôles et des responsabilités spécifiques qui contribuent au bien-être général de la société. Vivre comme un humain, c'est alors pratiquer l'humanité, et le renne est à la fois l'essence et la semence de l'humanité. Alors maintenant, le pauvre Confucius, hein, il en a vu de toutes les couleurs au XXe siècle, hein, en Chine, parce que, comment dire, il a été perçu comme d'abord un obstacle à l'acquisition de la modernité occidentale. Parce que précisément, la modernité occidentale arrivait avec une autre conception de la société, une autre conception de la façon de gouverner les hommes, une autre conception du monde en général. Hein, bon. Et donc, les intellectuels chinois modernistes du début du XXe siècle en ont conclu que il fallait tout mettre à la poubelle, hein, c'est-à-dire Confucius et tout ce qu'il représentait, c'est-à-dire justement cette conception très traditionnelle de la société chinoise, tout ça, la famille, les mariages arrangés, tout ce que vous voudrez. Bon, donc, allez, tout ça à la poubelle, hein, bon, et donc on devient moderne, c'est-à-dire occidentaux. Bon. Et alors, bien sûr, dans cette tourmente, c'est Confucius qui en a fait les frais le premier, de manière répétée, parce que le grand, comment dire, le grand ménage, le premier moment du grand ménage, ça a été en 1919, mouvement du 4 mai 1919, qui est un premier mouvement mené par justement les étudiants de Pékin, qui ont manifesté sur la place Tiananmen déjà, 1919. Hein, bon. Qui étaient en fait partagés entre leur volonté de manifester contre le traité de Versailles, qu'ils percevaient comme injuste, hein, parce que justement en fait le Japon, enfin qui était pourtant du côté des perdants, en fait le traité de Versailles lui accordait des concessions en Chine, etc. Donc vraiment des traités inégaux, hein, comme on les a appelés en Chine. Et en même temps, c'était des jeunes étudiants qui réclamaient justement une modernité de type occidental. Et déjà à cette époque, ils avaient des slogans pour, d'une part, mettre Confucius à la poubelle, c'était à bas Confucius et sa boutique, et de l'autre, réclamaient science et démocratie, divinisée, enfin, ou personnalisée. C'était Madame Science, Madame Démocratie, hein, donc personnalisé, donc les deux en même temps. Hein. Et donc, on peut dire que la Chine moderne, en fait, s'est retrouvée coincé dans ce dilemme en permanence, c'est-à-dire en fait comment est-ce qu'on fait, hein, pour se moderniser sans s'occidentaliser. Ça a toujours été le dilemme, alors pas simplement en Chine, hein, vous le voyez ce schéma se reproduire absolument partout, dans les pays arabes, en Afrique, partout, enfin, mais en Chine certainement, hein, donc comment est-ce qu'on peut faire pour... Et actuellement, c'est encore dans le discours officiel, hein, la modernité à la chinoise, avec des caractéristiques chinoises, hein, bon, et sans l'Occident, voilà, bon, comme si c'était encore possible, enfin bon, mais bref. Donc Confucius à la poubelle en 1919, ensuite de façon répétée, jusqu'à la Révolution culturelle aussi, qui a repris des slogans de 1919. Là aussi, Confucius à la poubelle, etc., toute la vieille société à la poubelle, tout ça. Bon, et alors, on en arrive de nouveau à 89, hein, où les étudiants de nouveau des étudiants de Pékin, sur la place Tiananmen,
font référence à 1919 en disant ça fait déjà 70 ans. Hein. Ça fait déjà 70 ans qu'on réclame la démocratie, hein, et c'est là qu'ils mettent cette déesse de la démocratie sur la place, hein, qu'ils ont façonné eux-mêmes, etc. Donc vous voyez comment les échos de ce XXe siècle chinois se répondent.